nous revoilà aujourd'hui avec Fanny Campan, que je suis très heureuse de recevoir ici parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à nous partager, pour nous les femmes en particulier, qui souhaitons trouver une solution pour vivre de nos dons et nous expatrier. Alors, je suis Sandra Paulin, je suis mentor en communication animale et expatriation en même temps. Et moi, j'ai créé cette chaîne pour deux raisons. D'abord parce que j'avais l'impression que sur YouTube, je ne voyais que des hommes en train de parler d'expatriation, en tous les cas dans mon domaine qui est l'entrepreneuriat. Ce que j'entends par entrepreneuriat, c'est créer notre vie à notre façon. C'est on a un don, bon, il se trouve qu'on va le mettre dans un statut souvent juridique d'entrepreneuriat, parce que c'est comme ça, mais on va développer la création de notre vie jour après jour, de façon à ce que ça soit complètement aligné avec ce qu'on est. Moi, je l'ai fait, je suis communicatrice animale intuitive avec les animaux en Bolivie depuis 12 ans. Et j'aide désormais les femmes également à s'expatrier parce que quand moi j'ai voulu le faire il y a de nombreuses années, je ne trouvais absolument rien sur Internet qui pouvait me donner des idées, des solutions, à part rentrer dans les cases habituelles de partir avec une entreprise, mais ça c'est pas donné à tout le monde. Mais en ce qui concernait le fait d'être une femme seule ou en couple, de créer notre façon de vivre, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on peut créer beaucoup plus de choses. Alors Fanny, tu es pour moi l'incarnation de l'expatriation. Alors pourquoi? Je vous explique, parce que Fanny, elle a vécu toute sa vie, tu as maintenant 42 ans, on peut le dire, parce que ça ne se voit pas. Oh, merci. 6 ans et demi en France métropolitaine en tout dans ta vie. Et tu as passé la majorité de ta vie sur le continent africain. Tu es maintenant, depuis 2 ans, à nouveau sur l'île de la Réunion. Tu vas nous expliquer tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir de but en blanc, tout de suite, est-ce que, Fanny, tu es écrivain? Tu es également professeur de français et théâtre. Ça a été la façon que tu as trouvé de pouvoir continuer cette vie d'expatriation. Alors, on va vraiment parler dans ce cas-là d'expatriation tel que le terme l'indiquait il y a quelques années. C'est en train de changer. L'expatriation, ça ne désigne plus que des personnes qui partent avec un organisme français tel que Éducation nationale et d'autres entreprises, ambassades, etc. Maintenant, ça désigne aussi les personnes qui partent avec leur entreprise sous le bras. Ça va dans le mot expatriation et c'est pour ça que je l'utilise. Donc, Fanny est écrivain, Fanny Campan, écrivain, professeur de français et théâtre. Fanny, est-ce qu'on peut vivre de l'écriture et pouvoir créer sa vie comme on veut pour partir à l'étranger grâce à ce don-là, cette aptitude-là? Salut Sandra, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour cette question qui me passionne et que j'ai traitée, je dirais, en long, en large et en travers durant mon expérience. Alors, comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai toujours vécu en fait à l'étranger ou dans les dom-toms et je n'ai vécu que 6 ans et demi en France métropolitaine. Et à un moment donné, j'ai été moi-même entrepreneur, ou plus précisément artiste-auteur, c'est-à-dire que j'avais comme ça pour objectif de vivre de ma plume. Et donc, c'est de cette expérience que je vais parler là pour répondre à ta question. Donc, mon premier livre, je l'ai écrit quand j'étais au Sénégal, j'avais 28 ans. Et j'ai décidé de vivre de ma plume très longtemps après. 6 ou 7 ans après. Donc déjà, ça me paraît important, c'est-à-dire que j'ai d'abord construit, tu vois, ma carrière d'auteur en ayant un autre travail à côté, en ayant mon travail d'enseignante. Et effectivement, je partais à l'étranger, donc au Sénégal, en Haïti. J'y suis allée au travers de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui m'avait embauchée pour travailler dans les lycées français. Et à côté de mon travail de prof et de formatrice de prof, je faisais également, donc j'écrivais également mes livres. Et j'ai commencé comme ça déjà à me faire un nom. Mais à l'époque, je n'étais pas entrepreneur parce que je publiais uniquement des livres en maison d'édition. Et quand tu publies en maison d'édition, là, on va parler vraiment de statut juridique. Quand tu publies en maison d'édition, tu n'as pas besoin d'être artiste-auteur parce que c'est la maison d'édition qui déclare en fait tes revenus. Et toi, tu n'as qu'à déclarer combien tu as gagné sur tes impôts de salarié, et ça te suffit.
Par contre, quand tu décides de vouloir être donc artiste-auteur, c'est-à-dire produire aussi toi-même tes propres livres, être ton propre éditeur dans une certaine mesure, eh bien là, tu es obligé de te déclarer sous un autre statut. Il y a différentes possibilités, mais moi, j'avais choisi le statut d'artiste-auteur, qui était celui qui était finalement le plus léger pour moi et le plus facile à expérimenter en venant du salariat. Donc, en 2021, je vivais là, à ce moment-là au Burkina Faso. J'ai pris une disponibilité, une année de mise en disponibilité, mais en restant au Burkina. Et j'ai décidé de vivre de ma plume. Et là, j'ai tout testé, tous les moyens possibles. Donc, publier en auto-édition, publier en maison d'édition, mais également écrire la vie des autres, donc être biographe. Donc, tu vois, j'ai écrit beaucoup d'histoires de vie de Sénégalais, de Burkinabés, de Français qui étaient en métropole ou qui étaient au Burkina. J'ai aussi été ghostwriter, donc j'écrivais pas la vie des autres, mais j'écrivais un livre qui allait être signé par quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, des gens qui ont envie d'écrire un roman, mais qui n'ont pas forcément, enfin, qui ont les idées, mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire, et qui du coup faisaient appel à moi pour pouvoir écrire des livres à leur place. Donc, moi, je les écoutais parler. Ensuite, j'écrivais l'histoire, et une fois qu'elle leur convenait, bah, ils la publiaient sous leur nom à eux. Ce qui me permettait en fait d'être, tu vois, de fonctionner sur commande et donc de générer des revenus bien plus élevés qu'avec un livre qui était publié en auto-édition, par exemple. Avec moins de clients, finalement, je gagnais plus. Voilà. Si on considère les lecteurs comme une sorte de clients. Et puis, la dernière solution finalement que j'ai testée, c'est la formation en écriture. Donc, c'est pas vraiment vivre de sa plume, mais c'est un petit peu, je dirais, une expérience qui me permet de faire le pont entre mon métier de prof et mon métier d'écrivain. C'est en fait former les gens à écrire leurs propres histoires. Parce que quand j'étais ghostwriter et biographe, je me suis rendu compte que des fois, j'avais un peu l'impression de déposséder mes clients de leur propre capacité. Tu vois, en fait, ils étaient pour beaucoup capables d'écrire leurs livres. Ils faisaient appel à moi pour une question de temps. Souvent, ils n'avaient pas le temps de le faire. Mais parfois, ils étaient frustrés parce que la façon dont moi, j'avais raconté l'histoire, bah, ça ne remplace jamais leur façon à eux de le raconter, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais plutôt leur apprendre à le faire eux-mêmes. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai monté mes formations d'écriture. Voilà, et du coup, j'ai vécu toutes ces expériences-là. Alors, au terme de 2 ans d'expérience, pour répondre, pour terminer à ta question de manière totalement transparente, oui, on peut vivre de sa plume, mais c'est pas pareil que de vivre de ses livres. Parfois, les gens confondent les deux. Tu vois, ils se disent, t'es écrivain, tu peux vivre de tes livres. Oui, il y a certains écrivains qui vivent de leurs livres. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je touche des revenus passifs grâce à la vente de mes livres, qui sont un petit complément, mais qui ne me permettent absolument pas de vivre. En revanche, quand j'étais uniquement artiste-auteur, j'ai pu vivre de ma plume pendant 2 ans. J'ai généré en fin de, au bout de ces 2 années, j'étais à peu près à 1500, 1600 euros net par mois. Moi, ça ne me convenait pas parce que on a une famille nombreuse. On a 4 enfants avec mon compagnon. On est une famille recomposée. On a 4 enfants et à ce moment-là, mon compagnon Jérôme avait quitté son emploi, donc j'étais la seule source de revenus pour toute la famille. Et donc c'était pas possible en fait, même avec les aides sociales en France, etc. En fait, on s'en sortait pas du tout. Donc moi, j'ai décidé en fait, ben voilà, de mettre mon rêve entre guillemets entre parenthèses, de revenir au salariat, de revenir à l'enseignement. Ce qui n'a pas été non plus pour moi une torture parce que je n'ai jamais détesté l'enseignement. C'était juste que j'avais envie de vivre une autre expérience professionnelle en fait. Et du coup, maintenant, je vis, disons, un mélange entre l'entrepreneuriat et mon statut d'artiste-auteur. J'ai droit à un certain nombre d'heures de travail en tant qu'artiste-auteur par mois qui sont déclarées à mon chef d'établissement et au rectorat, de manière à ce que je puisse avoir mes 2 activités en parallèle. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai essayé d'être la plus transparente pour te dire la vérité.
Bah, c'est super parce que c'est très complet, très détaillé et je pense qu'il y a plein de choses que les personnes qui nous écoutent vont découvrir. Moi, notamment, je ne connaissais absolument pas ce statut d'artiste-auteur qui permet de pouvoir, que tu puisses avoir en fait ton métier de professeur et puis faire autre chose à côté. Parce que c'est vrai que quand on est fonctionnaire, il y a aussi, alors oui, il Exactement. peut y avoir le côté sécuritaire, voilà, la raison pour laquelle les gens choisissent ces métiers-là. Mais en même temps, bah, on est un petit peu dans un cadre qui permet pas grand-chose à côté. Voilà, ça permet pas une création et bon, ça va pas forcément avec l'état d'esprit de tout le monde. Et c'est ton cas, puisque toi, tu as vraiment Tout à besoin fait. de Des pouvoir 2. exprimer, voilà, les deux, voilà, exprimer. Ouais. Donc c'est super intéressant. Maintenant, tu vis à l'île de la Réunion. Alors c'est vrai que sur cette chaîne-là, on parle plus d'expatriation, pays étrangers, mais en fait, c'est vrai que étant moi-même originaire des Dom-Tom, c'est aussi intéressant parce que ça reste des territoires bah, qui sont pas la France, c'est pas la France métropolitaine, hein, on n'est pas en France. Il y a des aspects de la France, tels les structures, la poste, tout ça, qui nous rappellent très clairement qu'on est en France. Moi, quand je viens d'Amérique latine et que je vais en Guadeloupe, c'est très flagrant. J'ai l'impression d'être. C'est très rigolo de voir toutes les marques françaises. Ouais, c'est Voilà, clair. toute la structure de la France qui est très présente, mais en même temps, c'est pas la France. Et toi qui as vécu, alors je vais vous citer les différents pays dans lesquels a vécu Fanny, parce que c'est pas mal, hein. Donc tu as commencé ta vie au Burundi. Mmh. Ensuite, il y a eu le Mali, le Sénégal. Donc l'île de la Réunion, tu as commencé ta vie de prof. Ensuite, à Haïti, hein, si je ne me trompe pas, ou le Sénégal, Je suis Haïti. revenue, ouais, je suis revenue encore au Sénégal, ensuite en Haïti. Voilà. Et donc, ce qui a marqué un tournant, c'est bah, ton expérience qui a été ton dernier pays africain, le Burkina Faso, où tu as dû, avec ton compagnon, ton fils, vos enfants, puisque tu as des beaux enfants également, vous avez dû partir, comme on dit, bras dessus, enfin sans rien, quoi. Voilà, sans Ouais, rien tout au à fait. lendemain. Chose qui peut arriver, en tous les cas, moi que j'entends fréquemment dans ce qui a été l'histoire passée, pas si passée que ça, puisque le Burkina Faso, cette histoire-là, c'était assez récent. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver fréquemment en Afrique. Raconte-nous ça. Moi, j'ai très envie que tu nous racontes l'Afrique, comment toi tu la vois, tu la sens. Alors, bien entendu, je vous invite à aller voir les différents livres de Fanny. On les mettra ici en dessous, parce que toi, tu écris aussi pour ça, parce que tu as envie de parler de ce continent qui est pour toi un continent de cœur. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui te plaît. Alors, les pays sont tous différents, hein, mais C'est ça. te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer en Afrique, de telle sorte que quand tu es rentré en France métropolitaine, ça a été compliqué pour toi et que tu es revenu sur cette partie du monde. Mmh. Tout à fait. Donc comme tu l'as très justement dit, moi je suis arrivée au Burundi, j'avais 2 mois, donc j'ai vraiment été élevée, hein, dans cette atmosphère, africaine, hem, même si le Burundi est finalement, très différent des autres pays d'Afrique où j'ai vécu, puisqu'après je n'ai vécu qu'en Afrique de l'Ouest et donc là, on peut retrouver des similitudes quand même, tu vois, entre le Mali et le Sénégal, par exemple, enfin plutôt entre le Mali et le Burkina Faso, on va trouver ce côté sahélien. Euh, le Sénégal, c'est encore autre chose, et le Burundi est aussi vraiment à part. Mais quand même, ce qui pour moi fait l'unité de tous ces pays, ça va être vraiment relié à mes sens, en fait. Ça va être les odeurs, tu vois, l'odeur de que tu vas peut-être d'ailleurs avoir dans ton coin du monde, hein, tu me diras, mais c'est l'odeur de la terre rouge qu'on appelle chez nous la latérite, qui est l'odeur de la terre après la pluie. Tu vois, par exemple, ça, c'est une odeur qui est l'odeur de mon enfance et que je ne trouve pas en France, que je ne trouve jamais en France. Ce que je vais trouver aussi, qui pour moi représente vraiment le continent africain et les pays dans lesquels j'ai vécu, ça va être des saveurs. Donc, ça va être le goût de la mangue, la chair, tu vois, de la mangue, de sucer les noyaux de mangue, par exemple. C'est quelque chose qui me rappelle mon enfance ou il y a un fruit qu'on mange au Sénégal qui est la made, avec des petits noyaux comme ça à l'intérieur. C'est un peu acide, amer. Et donc, tu suçotes les petits noyaux, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment représentatif de mon enfance. Ou le jus de maracuja, qui est le fruit de la passion, que je buvais aussi au Burundi quand j'étais petite. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est mon Afrique en fait. C'est comme ça que je la vis. Et tu sais, il y a cette sensation
quand tu descends de l'avion, donc par exemple quand je descends de l'avion, je sais pas si j'imagine je suis à Ouagadougou, je descends de l'avion et puis là t'as la moiteur qui t'enveloppe tout de suite et là tu sais que t'es chez toi en fait. C'est complètement viscéral. Tu te sens à la maison. La lumière aussi est très différente de la lumière qu'on a en métropole. La lumière, notamment en Afrique de l'Ouest, est vraiment un peu comme ça, tamisée, un peu plus sépia. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas la même clarté. Je pense que la poussière qu'on trouve beaucoup dans le Sahel influence, tu vois, le grain de l'air, quoi. Et donc ça donne une atmosphère complètement différente. En Haïti, j'ai retrouvé finalement alors ce n'est pas l'Afrique, hein, c'est les Caraïbes, donc ça va plus ressembler à la Guadeloupe finalement de tes origines, mais avec malgré tout des racines africaines fortes, notamment dans le culte vaudou par exemple qu'on retrouve en Haïti et qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique. Tu vois, qui ont aussi bercé mon enfance, toutes les croyances animistes pour des filles comme toi et moi qui sommes reliées aux mondes invisibles, toi avec la communication animale et moi plus avec l'écriture intuitive ou le chamanisme. Pour moi, je retrouve toutes ces histoires, toutes ces légendes en Afrique, en Haïti et sur l'île de la Réunion qui ont inspiré mes livres et qui m'ont donné envie voilà, de contribuer à cette littérature. Voilà, pour moi, c'était vraiment important, comme je te le disais tout à l'heure en off, de parler de l'Afrique autrement que ce qu'on entend à la télé, dans les médias en général, où on va mettre en avant la pauvreté, ce qui est vrai, hein, c'est vrai. Hein, on va pas se mentir non plus, hein, c'est une réalité. Mais il y a autre chose aussi à dire du Sénégal, il y a autre chose à dire d'Haïti, qui est pourtant connu pour les tremblements de terre, les problèmes politiques, la violence des gangs. Et en fait, j'avais envie de parler d'Haïti autrement dans mes livres. Et je sais que c'est des thématiques qui sont chères à ta chaîne, puisque j'ai vu d'autres expats venir parler, tu vois, de Salvador, etc., de leur expérience pour montrer le pays autrement. Et mes livres ont vraiment, c'est ce dont j'ai à cœur de parler dans les livres que j'ai écrits. Et alors justement, pour revenir sur un petit peu les préjugés qu'on peut avoir par rapport à l'Afrique. Alors moi, j'ai un peu voyagé, hein, pas beaucoup. Je suis allée juste en Tanzanie, Zanzibar, que j'ai adoré en Ouais. vacances. Ah ouais, c'est trop beau. Ah ouais, merveilleux. Et au Maroc, plusieurs fois. Bon, ça c'est ma petite expérience du continent africain. La différence que moi je vois, en tout cas, en particulier avec l'Afrique plus en bas, l'Afrique noire, c'est que il y a quand même en tant que Français de couleur blanche, est-ce que toi, tu as vécu ça, de sentir vraiment la différence avec les Africains? Est-ce que tu as réussi en fait à créer des vrais liens avec les Africains de façon à ce qu'ils ne te voient pas comme une manne ou quelque chose comme ça? C'est une question hyper intéressante parce que je l'ai vraiment traitée dans mon dernier livre que j'ai écrit quand j'étais au Burkina, qui s'appelle Cœur brisé sur la territe, et où j'ai vraiment voulu parler de ça, de comment ça se passe les rapports entre les Français et les Burkinabés, avec les côtés positifs, mais également les côtés négatifs d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire les Français qui abusent de leur statut d'expatrié en se comportant comme ils se comporteraient jamais en métropole avec des femmes blanches, par exemple. C'est pas que les hommes qui se comportent mal en Afrique de l'Ouest, mais bon, c'est notamment les hommes. Et avec aussi les côtés négatifs du côté des Burkinabés, avec, comme tu l'as dit, cette idée que le français peut être vu comme un visa sur pattes ou un portefeuille sur pattes. Moi, c'est des choses dont je me suis rendu compte à l'âge adulte. Quand j'étais enfant, j'étais dans les lycées français. Je pense que tu en as aussi une expérience. À une époque, notamment au Mali, où à Bamako, j'étais dans un lycée franco-malien, où en fait, à l'école primaire, j'ai appris aussi bien l'histoire du Mali que l'histoire de la France. Donc, moi, j'avais pas du tout l'impression, en fait, que mes parents étaient privilégiés par rapport aux Maliens, parce que dans mes classes, j'avais aussi des copains qui étaient maliens diplomates, fils de ministres, qui avaient, tu vois, Canal+ à la maison et le téléphone. Moi, j'avais pas le téléphone chez moi et j'avais pas Canal+ chez moi. J'avais la chaîne, la RTM, la radio télévisée malienne. Et donc, j'avais des copines
qui était marié, avait des enfants et venait à l'école. Donc là, je voyais bien qu'il y avait un problème, tu vois, qu'on vivait pas la même vie, hein, en fait, toutes les deux. Mais j'avais aussi des copines qui avaient des piscines à débordement et beaucoup d'employés que je n'avais pas forcément chez moi. Donc, je n'avais pas vraiment conscience, je ne conscientisais pas ça. Pour moi, on était tous pareils, on était assis à côté en classe, tu vois, donc je me rendais pas vraiment compte de ça. Par contre, quand je suis revenue au Sénégal à l'âge adulte, je suis revenue avec un très bon ami à moi qui est décédé maintenant, qui s'appelait Mohamed, et on est revenu au Sénégal au même moment, sauf que moi j'étais française et lui était sénégalais. Et c'est lui en fait qui m'a montré des choses que je ne voyais pas et qui m'a dit mais en fait, on n'a pas la même vie quoi. Lui il avait dû partir de France parce que son visa était arrivé à la fin, quoi, tu vois, voilà, il n'avait pas pu apprendre un autre visa. Et il m'a dit, moi, quand j'étais au lycée français, on m'a vendu que j'aurais les mêmes droits que vous. Et il m'a dit, bah, c'est faux, en fait, j'ai pas du tout les mêmes droits que vous. Par ailleurs, Mohamed était homosexuel, il n'a pas pu vivre sa sexualité comme il aurait voulu la vivre parce que, bah, il était sénégalais et que, à un moment donné, quand il était en France, il pouvait vivre sa sexualité comme il voulait. Et quand il a dû rentrer dans son pays d'accueil parce qu'on l'a renvoyé de France, bah, là, il en est mort, quoi. Enfin, je veux dire, on parle de réalités qui n'ont rien à voir. Donc, est-ce que j'ai pu avoir, pour répondre à ta question de manière directe, est-ce que j'ai eu des vrais rapports d'amitié avec des Africains? En fait, j'en ai eu très peu finalement. J'ai eu beaucoup de connaissances et de gens avec qui je me suis très bien entendue, notamment professionnellement, des comédiens avec qui j'ai travaillé, des enseignants avec qui j'ai travaillé, des amis d'école. Ça, oui, des amis d'école avec qui on a des rapports à égalité. J'en ai encore aujourd'hui, des gens qui ont été à l'école avec moi. Mais par contre, des gens que j'ai rencontrés à l'âge adulte, ça a été compliqué. Et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partir du Burkina. On est parti du Burkina en 2022 avec toute ma famille suite à un coup d'État. Alors moi, j'ai vécu des coups d'État toute ma vie, hein, en Afrique de l'Ouest, voilà, au Mali, j'en ai vécu plusieurs. Et en fait, à chaque fois, il y avait cette peur du rapatriement. Tu sais, tu as dû entendre ça. Là, voilà, on a peur d'être rapatrié, d'être renvoyé en France. Et en fait, pour des gens qui n'ont jamais vécu en France, on a peur de ça parce qu'en fait, on n'a pas envie d'arriver en métropole et de devoir vivre comme les autres Français parce qu'on n'y connaît rien, parce qu'on est inadapté finalement à cette vie. Et du coup, j'avais l'habitude de vivre des situations politiques dangereuses en les mettant un petit peu sous le tapis, tu vois, en vivant dans le déni finalement de la violence à laquelle on était confronté. Et puis là, cette fois-là, en 2022, octobre 2022, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs toutes les deux. Et ben là, j'ai décidé que je voulais plus vivre ça. Je me suis dit, moi, en fait, j'ai des employés burkinabés qui travaillent pour moi et je ne suis plus alignée avec cette vie-là. J'ai envie de faire mon ménage toute seule et j'ai envie de m'occuper de mes enfants toute seule. J'ai pas envie, voilà, de continuer à vivre comme ça. Et je n'ai pas envie non plus de batailler avec des copains écrivains burkinabés qui parfois me voient comme la meuf qui permet d'avoir des entrées à l'Institut français et qui eux, par contre, ne m'amènent pas dans les écoles ou dans les centres culturels burkinabés. Tu vois, en fait, c'est difficile de parler de ça parce que moi, j'ai un statut de privilégié par rapport aux Africains que j'ai fréquentés. Ça, c'est une évidence. J'ai un visa qui me permet de voyager partout. J'ai été élevée par des gens qui ont de l'argent. J'ai bénéficié d'une éducation auquel certains n'auront jamais droit. Donc, j'ai des privilèges. Et je pense que toute ma vie, j'ai essayé de les cacher ou en tout cas de demander pardon pour ces espèces comment on pourrait dire, de ce qui peut être vu comme des passe-droits ou comme des formes d'injustice. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est plus possible. Tout ça, c'est trop problématique. Donc, j'ai décidé de partir en métropole en me disant, tu sais quoi, Fanny, t'es française, tu vas aller vivre en France. Et en fait, là, je me suis heurtée à une autre problématique que tu as vécue aussi, je crois, qui a été que je n'ai pas été capable de m'adapter finalement à la vie en métropole. Et donc, pour moi, l'île de la Réunion représente une forme de compromis ou de paradis, en fait, à mi-chemin entre deux identités qui sont les miennes et qui forment mon métissage, même s'il ne se voit pas forcément sur ma peau, mais il est là dans mes veines, en fait, dans mon sang.
Et oui, c'est ça, ça se voit pas sur ta peau. On parle souvent d'Africains blancs où tu vois, il y a un petit peu cette notion pour pas mal de Tout à fait. Français qui n'ont connu que l'Afrique, hein, souvent. Mais oui, super. Et j'aurais, enfin, tout ça est très, très, très riche. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir tes points de vue sur autre chose que ce qu'on peut entendre de façon très binaire sur l'expatriation actuellement sur YouTube, où on va toujours parler de pourquoi les Français veulent partir à l'étranger. Ça va toujours être un petit peu la même chose. Mais il y a aussi toute une histoire, effectivement, avec beaucoup plus profonde, avec l'essence. Comme tu disais, c'est vrai, moi aussi, je suis revenue en Bolivie pour la lumière. Quand on me demande pourquoi tu es revenu en Bolivie, un, c'est la lumière, deux, c'est les gens. Voilà. Et moi, je suis ravie ce matin, j'ai encore un magnifique ciel bleu. Bon, ben voilà, moi, rien que ça, moi, ça me nourrit. C'est parfait pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on pense vraiment quand on n'a pas vécu à l'étranger, qu'on veut se lancer une première fois dans une expatriation alors qu'on a connu que la France métropolitaine. C'est tout un tas de choses qu'on connaît pas et auxquelles on pense pas. C'est-à-dire cette relation presque charnelle, moi je dirais, avec le pays. Exactement, Tu disais exactement. très bien en évoquant tes fruits, c'était très charnel. Ben voilà, il y a ça. Et ce truc-là, quand on revient en France métropolitaine et qu'on retrouve pas exactement la même chose, la lumière, moi je l'ai jamais retrouvée, même si j'habitais sur la Côte d'Azur, qui est quand même l'endroit le plus lumineux de France. Mais Mais moi, c'est pareil, j'étais dans les Pyrénées-Orientales, tu vois, j'avais tendance à appeler, j'étais à Canet-en-Roussillon et je disais c'est le Miami des Pyrénées-Orientales. Et en fait, il y avait de la lumière, mais moi, j'avais l'impression d'être une étrangère dans mon pays. C'était douloureux, en fait. Et c'était d'autant plus douloureux que j'avais l'impression d'être chassée d'Afrique. Et oui, même si je comprenais que les Africains aient envie n'aient plus envie de présence française parce que pour eux, c'est synonyme voilà, de colonisation, d'esclavage, etc. Il y a toute cette histoire qui est très, très lourde. Donc là, aujourd'hui, la France est en train de partir d'Afrique et je me rends compte qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, qu'il y a une évolution positive là-dedans. Et en même temps, quand c'est ce que tu as connu enfant, quand ça coule dans ton sang, quand c'est ton âme, quand c'est ta passion, quand c'est chez toi, tu te sens aussi dépossédé de quelque chose qui t'appartient d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Moi, je lutte contre le fait qu'on veuille chasser les immigrés de France. C'est pas pour me sentir chassée. Enfin, tu vois, même si évidemment on peut pas comparer du tout parce que moi j'ai été très privilégiée, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a quelque chose en termes d'identité, qu'on le veuille ou non, une partie de mon identité est africaine et c'est comme ça. Et ça ne partira jamais. ouais. Toi, parce que tu as vécu toute ta vie en Afrique aussi, hein, donc J'ai voilà, 42 chaque ans, migration est voilà. différente, ça va dépendre pourquoi on vient dans un pays. Voilà, tout ça, c'est des facettes tellement complexes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que ta chaîne est vraiment intéressante. C'est justement pour pouvoir parler de. C'est pour ça que moi je t'avais demandé d'intervenir en fait sur ta chaîne parce que pour moi c'est important de parler justement d'expatriation, de parler de ces Français du monde que qu'on est et qui avons aussi notre mot à dire parce qu'on a on représente peut-être une forme de ce que pourrait être l'avenir, c'est-à-dire cette possibilité de se sentir appartenir à plusieurs terres et de vivre ensemble en harmonie. Bon, on n'est pas encore arrivé, hein, mais voilà, on pourrait avoir envie de représenter ça aussi. Mais en tous les cas, c'est intéressant justement de pouvoir exprimer certaines choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Pour donner un concept plus ample de l'expatriation, parce que même ici sur cette chaîne, j'entends des gens encore qui me disent oui, mais expatriation, c'est pas le bon terme, nanana, parce que c'est très binaire tout ça, mais bon, ça c'est aussi la vie des réseaux sociaux, hein. Les algorithmes vont s'adapter à cette binarité, donc dès qu'on met un petit peu des nuances, des facettes et tout ça, on n'est pas super visible. Quand on fait des trucs très noirs et blancs, on est super visible. Mais moi, pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment de parler de la réalité, de ce qu'on vit en tant qu'humain sur cette planète, quoi. Donc, et alors, dans un sujet qui aussi, qui moi me tient à cœur dans cette guidance, notre autoguidance de l'expatriation, là où aller, etc., c'est l'intuition. Et quelle a été pour toi est-ce que cette notion d'intuition a joué un rôle dans tes choix de vie, etc. Raconte-moi un petit peu ça.
Oui, alors j'en parlais tout à l'heure, mais déjà quand j'étais enfant, le fait d'avoir baigné dans une culture animiste avec voilà beaucoup de croyances liées aux esprits, etc., ça m'a quand même permis de développer moi-même mon intuition depuis l'enfance, hein, notamment depuis le Mali. Même si chez moi, dans ma famille française, il y a aussi de toute façon une tradition. En tout cas, ma grand-mère était aussi quelqu'un qui était très connecté. Elle tirait les cartes, tu vois, elle était très connectée au monde invisible. Et en fait, après, quand j'étais étudiante en métropole, après le bac au Sénégal, j'ai fait donc, mais ces 6 années dont je parle, c'est mes 6 années en fait d'études que j'ai faites en métropole, et puis mes 2 premières années d'enseignement. Et à ce moment-là, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je reparte tout de suite. En fait, je le disais tout à l'heure, j'étais en couple avec 2 hommes différents. Enfin, j'avais une vie amoureuse riche et tumultueuse. Et finalement, j'ai décidé de partir seule. Alors, pas vraiment en expatriation, mais en tout cas à l'autre bout du monde. Hein, j'ai décidé de partir sur l'île de la Réunion que je ne connaissais pas du tout, avec cette intuition que pour moi, c'était le moment d'écrire ma propre histoire et pas l'histoire de mes parents. Donc au départ, je ne voulais pas repartir en Afrique absolument. Je voulais plutôt partir ailleurs et faire voilà ma propre histoire d'expatriation. Et finalement, en arrivant sur l'île de la Réunion, j'ai vécu un peu sur l'île de la Réunion, mais l'appel de l'Afrique a été plus fort et j'ai eu une proposition de poste au Sénégal, mais en fait, j'en ai eu dans d'autres pays. Je me rappelle notamment que j'avais eu au Congo une proposition de poste, j'avais eu aussi une proposition de poste, rien à voir, mais en Asie, où est-ce que c'était? Là, évidemment, ça me revient pas, mais ça va me revenir après. Et j'ai quand même choisi de retourner au Sénégal, tu vois, alors que j'avais d'autres possibilités. Et en fait, ça a été vraiment un choix très intuitif fort, puisque c'est au Sénégal que j'ai écrit mon premier livre à ce moment-là, en fait. Et ce livre est profondément relié à mon incarnation, à, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est raconté dans mon premier roman Malvoyante. Mais voilà, intuitivement, tu vois, j'ai su que c'était à cet endroit-là que j'avais besoin de terminer finalement ma boucle, quoi, voilà, de clôturer une boucle. Donc c'était important de revenir là. Et puis le départ du Burkina pour moi s'est fait de manière totalement intuitive et vraiment parce que je me sentais appelée à sortir de cette identité justement de française d'Afrique. Je me suis dit en fait là c'est plus possible. Là maintenant il faut partir tout de suite. Et j'ai dit à mon compagnon maintenant on s'en va en fait. On part avec nos 3 gamins. On largue tout ici. Ça a été vraiment je le remercie encore lui aujourd'hui de d'avoir osé venir avec moi et embarquer notre famille comme ça du jour au lendemain pour aller vivre complètement autre chose ailleurs. Lui qui était D'ailleurs, lui-même expat, quoi. Donc voilà. voilà, c'est là où je voulais en venir aussi. Donc, le sujet de l'intuition. Donc, tu suis tes intuitions, hein, tu continues à suivre tes intuitions et on voit que ça te va bien. Ça t'a toujours amené là où tu dois être pour créer des choses, même si ça peut paraître parfois, bon, on sait pas trop. Des fois, le mental nous raconte une autre histoire, que c'est pas, enfin, voilà, que c'est pas raisonnable, etc. Mais il y a toujours, on vient toujours, il y a toujours un fil qui nous amène en fait nous aligner avec ce qu'on est. Je pense, hein, dans nos intuitions. Et alors, la question de quand on a vécu toute sa vie en Afrique, est-il possible, envisageable, de pouvoir créer un couple avec quelqu'un qui n'a jamais voyagé? Alors bon, on peut partir du peut-être la possibilité de vivre un couple avec un Français qui n'a jamais voyagé ou bon, c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes dans les gens qui sont restés chez eux et il y a des similitudes dans les gens qui ont une vie un peu internationale depuis l'enfance. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, pour moi, je pense que je me suis même jamais posé la question de si c'était possible. Je n'ai jamais regardé en fait les hommes qui n'avaient pas un rapport avec l'étranger et je dirais même précisément avec l'Afrique, puisque tous les compagnons que j'ai eus dans ma vie étaient plus ou moins reliés à l'Afrique d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis belle-mère d'enfants africains, alors que moi-même, mes enfants sont blancs et français
d'Afrique, mais les enfants de Jérôme sont burkinabés, sont métis burkinabés. Et donc, moi, je n'ai jamais été en relation qu'avec des gens qui ont voyagé, en fait. Ou alors avec des gens, des Africains eux-mêmes, tu vois. Mais je n'ai jamais été en relation avec quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Je pense que pour moi, ça n'aurait pas été possible. Tous les hommes avec qui j'ai été ont accepté aussi de me suivre. J'ai un premier enfant d'un premier mariage avec un homme que j'ai rencontré au Sénégal, qui a accepté, pareil, de tout quitter pour venir en Haïti avec moi, alors que lui n'avait pas de travail en Haïti. Moi, je travaillais au lycée français de Port-au-Prince. J'étais donc formatrice et prof là-bas. Et lui, il a accepté de tout quitter, de venir avec moi s'installer en Haïti. J'ai toujours été force de proposition aussi. Tu vois, pour voyager, pour partir, j'ai toujours été celle qui initie finalement le mouvement. Et je crois que toi aussi, hein, il me semble qu'on a ça aussi en partage. Exactement. Bah, moi, en fait, je suis revenue pendant 18 ans en France suite à la Bolivie et au Chili. Parce que voilà, ça s'était pas très bien passé au Chili. J'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Bon, j'étais encore un bébé, quelque part, on s'en rend pas compte à cet âge-là. Et je Non. m'étais dit, bon, je vais y aller. Du coup, ça s'est pas super bien passé au Chili, alors qu'en Bolivie, ça s'était très bien passé toujours. Je vais aller rentrer chez moi. Et puis, comme ça, on arrêtera de me dire que j'ai l'accent français, ou que j'ai l'accent bolivien, ou que j'ai des parents afro, ou que voilà, que j'étais pas très bien à l'époque, très bien assimilée au Chili, parce que j'étais pas chilienne. Voilà, Et le oui. Chili est très fort pour ça. Il faut être chilien. Bon, maintenant, ils se sont un petit peu plus ouverts. Ils n'ont pas eu trop le choix parce que maintenant, ils vivent beaucoup d'immigration. Oui. Mais Ok. du coup, la première année, quand je suis rentrée en France, j'étais assez contente de revenir sur la Côte d'Azur. En plus, c'est un bel endroit, hein, tu as la plage. Voilà. Puis au bout d'un an, en fait, je me suis dit, mais je me sens pas du tout bien ici, quoi. Ça va pas du tout. Et je me suis jamais ressentie bien en France durant les 18 années où j'y suis restée. Il y avait toujours un truc en moi qui me disait, mais je suis là, mais sans être là. Je peux pas vraiment être moi. Il y a des tas de choses en moi que je pouvais pas vivre en France où c'était mal pris. Et puis, par contre, j'ai pas eu tellement la possibilité de rencontrer des compagnons qui avaient vécu à l'étranger, mais ils ont tous su, sans exception pour les couples qui ont été des couples sérieux, que moi, je ne resterai pas en France. Oui. Euh, et que la majorité ne souhaitait pas vivre ailleurs qu'en France, mais j'ai eu un compagnon, oui, qui m'a accompagné en Bolivie, à mon retour en Bolivie pendant les premières années. Et je pense que ça a été aussi intéressant pour lui de le faire. Hein. Après, la vie nous a séparés. Enfin, bon, bref. Mais oui, c'est pas simple. Et maintenant, je suis avec un couple bolivien, avec un compagnon bolivien qui lui n'a jamais sorti, très bolivien, hein, jamais sorti de Bolivie. Mais c'est avec lui que je me sens le plus en adéquation, où je peux être vraiment moi. Alors après, il y a des similitudes. Hein. Moi, je suis guadeloupéenne, donc je suis à moitié afro. Lui est bolivien, mais afro-bolivien. Il y a des tas de choses qui Ok. sont similaires. En fait, finalement, je crois que j'ai retrouvé une similitude. C'est-à-dire, je suis d'origine européenne, d'origine caribéenne, indienne. J'ai donc du sang indien dans les veines aussi, du sang afro. Et lui, il a ces trois choses-là. Il est d'origine Ok. espagnole, descendant d'Espagnols, afro également, et également avec du sang indien des Andes. Donc on a ces trois choses en commun. Finalement, je retrouve quelque chose que je connais maintenant, en étant dans cet endroit improbable à 3600 mètres d'altitude, et c'est pour l'instant le couple avec lequel je m'entends le mieux, quoi. Donc voilà, j'ai pas trouvé un couple expat, mais voilà, on peut aussi, ça, petit espoir, mesdames qui avaient vécu aussi à l'étranger, ça peut se passer aussi comme ça. Il y a pas mal d'options possibles dans ce monde et de choses voilà, qu'on peut créer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors, je remets mes lunettes, hein, voilà. Ouais. Moi, je Voilà, t'accompagne. Je nous sommes le t'accompagne. couple, voilà. Le duo lunettes, voilà, on n'a plus trop le choix, désolé, c'est comme ça. Vous verrez quand vous aurez 50 ans ou 40 ans ou Bon, alors moi, c'est de naissance plutôt, voilà. voilà. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de vivre sans mes lunettes à l'aveugle que je les mets pas très souvent, ouais. Ouais. Alors, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Le sujet duquel je voulais aussi qu'on parle, c'est justement approfondir un petit peu ton retour en métropole.
Comment ça s'est passé pour toi? Parce que ben, moi, j'ai vécu ça aussi et bon, je sais que quand on a alors il y a 2 possibilités, hein, ça on en parlait aussi. C'est soit on a pu grandir, ailleurs qu'en France durant notre enfance parce que nos parents voyageaient, moi j'ai vu ça aussi dans mes amis d'enfance ou d'adolescence plutôt, qui m'accompagnaient ici en Bolivie, hein. Ça va être soit, ben, je vais jamais me réhabituer à la France et je fais tout pour repartir. Ça a été le cas de certains. Ça va être soit, j'ai trop changé de pays, on m'a baladé par-ci par-là, j'arrive pas à savoir qui je suis et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ta famille, il y a ces 2 cas-là. Toi, tu représentes Tout à fait. le fait que, bah, toi, tu es vraiment, tu as besoin de voyager, tu es une nomade, c'est comme ça. Et puis tu as aussi un membre de ta famille, ta sœur, hein, si on peut la citer, qui elle a Oui. choisi au contraire de rester en France. Mais je voulais d'abord avoir ton expérience de ton retour en France. Donc, du coup, bah, tu étais déjà très adulte quand tu es revenue en France aussi, en France métropolitaine. Comment ça s'est passé? Alors du coup, j'ai eu 2 expériences puisque donc la première fois que je suis arrivée en France, j'avais 18 ans, c'était juste après le bac. Et donc ça, je le savais, tu sais, c'est le truc, c'est l'épée de Damoclès avec laquelle on vit quand on est enfant d'expat. On sait qu'après le bac, on va aller. Enfin, maintenant c'est plus le cas parce que maintenant il y a des formations à l'étranger qui sont reconnues à l'international. Donc il y a des expats, tu vois, au Sénégal par exemple, il y a des enfants d'expat qui restent faire leurs études, ce qui n'était pas possible à mon époque si on voulait avoir un diplôme reconnu internationalement. Donc du coup, après mon bac à Dakar, je suis arrivée à Toulouse. Donc je savais que ça arriverait. Et donc moi, j'avais déjà décidé que je vivrais pas plus de 6 ans en métropole. C'est-à-dire, j'avais déjà fait mon plan de carrière, tu vois, j'avais 18 ans, mais j'avais déjà décidé que je ferais une licence de lettres. Que je passerais mon CAPES, mon concours de prof, que j'enseignerais et qu'ensuite je partirais à l'étranger, je repartirais pour la UFE comme faisaient mes parents, puisque ma mère était également enseignante quand j'étais enfant. Donc moi, je me suis dit, je vais faire comme maman et du coup, je ne ferai pas plus de 6 ans en métropole. Et c'est ce qui s'est passé en fait parce que à part que j'avais pas prévu que je ferais aussi un diplôme en théâtre parce que je pensais pas que j'aurais le temps ou que j'en aurais envie. Mais du coup, j'ai fait donc mes études de lettres, mes études de théâtre. J'ai passé mon concours de prof de français et de prof de théâtre. Et je suis partie sur l'île de la Réunion. Donc là, j'avais vécu 6 ans en métropole. À ce moment-là, ça s'est relativement bien passé parce que j'étais étudiante et que la vie d'étudiante, c'est cool, tu vois. Tu as une vie un peu folle, voilà, surtout quand tu es à la fac. Tu peux avoir une… En tout cas, moi, j'ai eu une vie quand même assez cool. Par contre, ce qui était assez étonnant, c'était les Africains que je rencontrais en France. C'était compliqué quand on se rencontrait. Tu vois, ceux qui avaient jamais vécu, par exemple, dans leur pays d'origine et qui me rencontraient, tout de suite, on avait, soit on était les meilleurs amis du monde et ils disaient, ah ben c'est marrant, t'es plus malienne que moi ou t'es plus burundaise que moi ou voilà. Soit au contraire, ça allait être tout de suite, ah ouais, mais toi, t'es fille de colon, toi, tu voilà, t'as vécu en Afrique, mais en fait, tes parents, c'est des blancs. Et moi, je disais, ouais, mais toi, tu connais pas, en fait, Tiaroy, t'as jamais vécu, t'es jamais allé au marché Sandaga, tu t'as jamais mangé le tiboudienne avec les doigts. Enfin, voilà, il y avait comme ça, tu vois, un truc, un affrontement aussi parfois hein, sur qui est le plus africain des deux, alors qu'en fait, bah non, il y en a pas. Enfin, il y en a pas. C'est juste des expériences différentes. Euh, et après, par contre, donc là, ça allait à peu près parce que je savais que ça n'allait pas durer. Je m'étais, tu vois, je m'étais vraiment formatée pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur l'île de la Réunion et après en expatriation et voilà. Par contre, quand on est arrivé du Burkina, donc là, bah, c'était il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans et demi. On est arrivé donc en catastrophe, c'était pas prévu. Mes parents nous ont prêté un appartement, un petit appartement qui est un appartement que eux louent, tu vois, donc c'est un appartement de vacances quoi, qui fait 25 mètres carrés. On est arrivé avec 3 gosses, plus de travail, moi mon entreprise sous le bras qui était déclarée au Burkina, qu'il a fallu que je déclare en France, donc faire tous les trucs administratifs, je n'y connaissais rien. Je ne savais rien faire. Je ne savais, j'avais finalement très peu vécu avec comment les règles administratives françaises en étant adulte. Donc du coup, il a fallu tout réapprendre en catastrophe. Et là, ça a été très compliqué. Là, ça a été très compliqué. Je pense que les enfants de Jérôme étaient les seuls noirs de notre quartier. Mon fils, qui est un petit blanc, n'avait jamais été dans une classe où il y avait d'autres petits blancs. Enfin, il avait toujours été le seul blanc de sa classe.
Et là, il s'est retrouvé avec que des blancs autour de lui, que des gens qui parlait occitan, non pas occitan. Oh, putain, je vais me faire tuer si je dis qu'il parlait occitan. Il parlait pas occitan, il parlait merde. Ah putain. Non, non, le dialecte. Le patois Ouais. des Pyrénées-Orientales. Il parlait catalan, il parlait Oh catalan. là là, mon Dieu! Ah là là, tu te mets dans une histoire. Ça va être la guerre dans les Pardon, commentaires. pardon, Balma, je suis désolée, je m'excuse. Donc voilà, tous les copains de nos enfants se sont mis voilà, à parler catalan. Et d'ailleurs, nos enfants ont fait du catalan en classe, alors qu'ils parlaient moré ou ils parlaient d'autres dialectes africains et tout ça. Ce qui m'a étonnée, en fait, c'est qu'il y a aucun prof qui a fait parler nos enfants de leur expérience, tu vois, alors qu'ils arrivaient comme ça en catastrophe en métropole, sans rien connaître finalement de. Mon fils avait jamais vécu en métropole de sa vie, et les enfants de Jérôme y avaient vécu un tout petit peu, mais très très peu. Donc finalement, on était tous, voilà, on était les étrangers, quoi. Et quand on débarquait, je sais pas, chez l'assistante sociale ou tu vois, pour déclarer nos revenus ou des trucs comme ça, on nous regardait comme des gens très bizarres. On se disait mais qui sont ces gens qui ne savent pas remplir une déclaration d'impôt en ligne française? Parce que on l'avait pas fait comme ça. Nous, on allait au guichet à Ouaga, tu vois, pour déclarer nos revenus. Enfin voilà, c'est complètement différent. Donc tout ça a été compliqué. On a aussi eu du mal à se faire des amis. En fait, on s'est pas fait d'amis. On a commencé à se faire des amis. Ça faisait 3-4 mois qu'on était là et on avait déjà décidé de se barrer, quoi, de repartir sur l'île de la Réunion. Donc voilà, on n'a peut-être pas laissé le temps non plus aux choses de se mettre en place. Mais c'est vrai qu'en tant qu'expatrié, on a l'habitude aussi de rencontrer rapidement des gens, d'être rapidement accueillis dans tous les pays où j'ai vécu. Et je pense que c'est pareil pour toi. Mon installation s'est faite de manière très naturelle et assez rapidement. Là, on l'a pas vécu comme ça du tout. Donc voilà, j'ai eu envie de repartir tout de suite en fait ailleurs. Tout à fait. Donc le facteur humain, tu pas retrouvé ce que tu Bah non, connaissais. pas du tout. Non. Voilà. Alors c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai beaucoup de commentaires, c'est rigolo parce que c'est une chaîne dédiée aux femmes où il y a majoritairement des hommes qui nous écoutent. Et c'est une Ok. chaîne, pour moi, l'idée c'était de parler beaucoup du continent américain, puisque c'est ce que je connais. Et il y a beaucoup de gens d'Afrique qui nous écoutent. Ah, d'accord. Alors, je reçois parfois quelques commentaires de ci, de là, où on me rappelle le passé colonial de la France, alors que moi-même, je suis fille à la fois fille de Tout à colons fait, et tout à fait, d'esclaves. tout à fait. Et en Amérique latine, on n'a aucun passé colonial. C'est ça qui est chouette aussi. C'est-à-dire, on Je arrive pense. ici vraiment depuis un autre point de vue. Souvent, même les entreprises françaises sont en collaboration avec. Donc voilà, il y a aucun passé colonial et franchement, je dis ça aussi pour les personnes qui souhaiteraient, qui sont intéressées par l'Amérique latine, ça fait une différence avec l'Afrique pour moi. On Tout n'a à pas fait, du tout à tout une histoire commune, on n'est pas du tout reçus de la même façon. Et ouais, en t'écoutant, je trouve super, super intéressant tout ce que tu partages en tant qu'Africaine blanche, même si on peut pas tout à fait le dire comme ça. Mais voilà, t'as vécu l'Afrique dans ta chair, quoi. Donc et tu viens pas en tant que fille de colon, hein, ça c'était il y a longtemps. Ben c'est ça, mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on discute avec Jérôme, avec mon compagnon, de repartir à l'étranger ensemble, en fait, pour nous, ce n'est pas, enfin, c'est très envisageable de partir dans un pays où il n'y a pas d'histoire avec la France, comme tu le dis, toi, parce que je pense que chacun a notre façon. Alors, Jérôme a une autre façon de le voir, parce que lui, il a été marié avec une Burkinabé pendant une vingtaine d'années, donc il a encore une autre expérience de l'expatriation que la mienne. Mais malgré tout, pour tous les deux, on aurait envie de vivre dans un pays où il n'y a pas justement ce passé colonial qui finalement nous a beaucoup, en tout cas moi ça a eu une place très importante dans ma vie et aujourd'hui je n'ai plus envie en fait d'y être mêlée d'une façon ou d'une autre, tu vois, parce que c'est trop souffrant. Le jour où les relations France-Afrique seront nettoyées, apaisées, assainies, voilà. Et est-ce que ce jour arrivera de mon vécu? J'en sais rien. Ne parlons pas des relations aussi avec les dom-toms. Hein. Il y a aussi des choses à dire, hein, évidemment, et que tu le portes dans ta chair, donc tu le sais. Voilà, il y a un passé qu'on peut pas oublier, mais qu'on peut pas non plus ramener systématiquement. Enfin, je sais pas comment on peut en parler pour avancer quand même.
Oui, d'une manière ou avancer, d'une autre. c'est ça le mot, avancer, se C'est sortir un ça. petit peu du passé. Alors on arrive à l'heure, c'est la première fois que je fais une interview aussi longue parce que je te trouve mais tellement intéressante, mais on pourra en parler des Merci heures, beaucoup. de ta vision, de tout ce que tu as vécu. Je voudrais juste rappeler que tu es toujours, hein, tu proposes toujours donc des aides par rapport à l'écriture, hein. Alors, j'ai une formation. Alors, du coup, comme je ne peux plus prendre des gens en accompagnement, je n'ai plus du tout ni le droit ni le temps. J'ai une formation en ligne que les auteurs peuvent suivre de manière autonome. Alors, évidemment, je réponds toujours à leurs messages, etc. Mais ils ont en fait des cours en ligne, une école d'écriture qui leur permet, voilà, d'écrire un livre qui leur ressemble, de le publier et de le vendre. Et après, j'ai mes propres livres à moi qui m'occupent mon temps libre de prof. J'en ai quand même, j'ai la chance d'en avoir et de pouvoir voilà, écrire mes histoires à côté. Donc tu continues à écrire en ce moment? Ouais, en ce moment, j'écris, justement, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, j'écris un manuel d'écriture. J'écris en fait un livre qui explique comment écrire son livre. Et ce livre sera publié en maison d'édition. Je viens de signer le contrat cette semaine-là. Il sera publié en 2026. Voilà. Waouh, super. Donc, pour suivre toutes tes actualités, on va mettre tous tes réseaux sociaux, tout ce que tu peux, voilà, là où les gens peuvent te trouver. Moi-même, Exactement. j'invite les personnes, en particulier les femmes, on est quand même, le thème de la chaîne, c'est un peu ça, hein, parce que c'est moins commun, tout simplement. Donc, les femmes qui auraient envie de partir à l'étranger, qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui ont quoi que ce soit, moi, je me ferai un plaisir de leur offrir 30 minutes de mon temps. Je vais mettre mes coordonnées en dessous également pour qu'on puisse en parler, évidemment, en particulier si vous êtes intéressé par tout ce qui est l'Amérique latine, la Bolivie en particulier. Là, je peux, 12 ans en Bolivie, je peux en parler. Tu m'étonnes. Voilà. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne parce qu'il y a 80% des gens qui nous suivent et qui ne sont pas abonnés. Eh ben, dis C'est donc, très on classique. Mais like tout voilà. de suite, on s'abonne. Voilà. Donc, pour que vous puissiez suivre d'autres interviews aussi riches que celle-ci, voilà, à tout vite sur cette chaîne. Merci Fanny. Je te Merci laisse à toi, poursuivre Sandra. Merci ta fin beaucoup. de journée. Fin de journée là-bas à l'île de la Réunion. Ah, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de l'île de la Réunion. C'est vrai, on a 2 minutes. Allez, 2 minutes pour que Ouais, tu nous parles de l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce j'adore. qui te plaît pas? J'adore. Alors, ce que j'adore à la île de la Réunion, c'est la mixité culturelle. C'est vraiment le fait de, tu en as parlé un petit peu quand tu parlais de ta propre identité. C'est le fait de vivre avec des Indiens, des Chinois, enfin, des Français avec toutes ces origines-là. Des origines indiennes, des origines chinoises, des origines cafres, donc plus afro, des origines malgaches. Et du coup, moi, je me sens beaucoup plus à ma place. En fait, aussi, je passe inaperçue comme j'ai quand même les cheveux frisés et des traits qui peuvent s'apparenter finalement à ce qu'on appelle les yabs sur l'île de la Réunion, donc tu sais les blancs en fait, les Réunionnais blancs. Donc du coup, je me sens un peu plus, mon métissage est plus se fond davantage dans la masse ici. Donc ça, pour mes enfants, c'est vraiment ce que je voulais, un endroit dans lequel on se mélange vraiment. Et ça se voit dans la musique, dans la gastronomie, dans les cultes religieux. Et donc ça me plaît beaucoup. C'est vraiment cette diversité culturelle, c'est ce que je préfère, avec évidemment le soleil qui est là, la mer, enfin l'océan Indien dans lequel j'aime me baigner, et puis surtout, ça c'est aussi quelque chose qu'on a en commun toutes les deux, c'est la montagne. Ici, en fait, c'est la différence finalement avec les Caraïbes. Hein. Enfin, il y a de la montagne, il y a des montagnes dans les Caraïbes, mais moins qu'à la Réunion où vraiment il y a une culture qui est très axée sur la randonnée, sur la montagne, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ici et que je n'avais pas du tout en Afrique, donc je découvre complètement. Voilà, dans les pays d'Afrique dans lesquels moi j'ai vécu, parce qu'il y a aussi la montagne en Afrique, mais pas en Afrique de l'Ouest, pas de cette manière-là. D'accord. En tous les cas, un endroit où tu retrouves ce qui semble se jouer à La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de cultures différentes, enfin de Tout à fait. racines différentes, et que tout ça cohabite quand même assez bien. Tout à fait.
Alors, il y a toujours des histoires de racisme malgré tout, hein. Faut pas être complètement naïf. Il y a quand même un petit peu du racisme malheureusement envers les Comoriens, envers les immigrés comoriens qui sont installés. Mais malgré tout, à part cette communauté-là qui a encore du mal à être bien reçue, enfin, c'est pas eux qui ont du mal, c'est réciproque des deux côtés. Il y a une difficulté d'intégration. Malgré ça, toutes les autres communautés vivent vraiment en harmonie et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Voilà, c'est top. Bon, et ben alors on te souhaite de continuer sur ce magnifique lieu et que ta famille puisse également se développer, continuer à profiter de ce chouette endroit. J'en profite pour saluer mes amis de la Réunion, amis Tout à et fait. élèves de communication animale aussi. Ah, super. Ah, tu as des élèves ici, bah, très Ouais, bien. j'ai une élève, Florence, je te salue, qui s'occupe Super. des animaux à la Réunion, ce qui n'est pas... Il y a beaucoup de choses à faire hein, au niveau des animaux à la Réunion. Je Donc, crois, ouais. donc voilà, en tous les cas, pour l'instant, nous vous disons au revoir et à la prochaine.